Salut internet. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière et avant de commencer, je me dois de vous donner un conseil. Ne regardez pas cette vidéo en mangeant parce que je suis vraiment très sérieux dans le titre. Non, j'insiste parce que je veux pas être responsable de l'état de votre bide après le visionnage de cette vidéo. J'ai tapé dans le meilleur pour vous régaler, façon de parler évidemment, et j'ai vraiment cherché partout, hein. Les viandes, les confiseries, les produits de la mer, les fruits. Et justement en parlant de fruits, cette vidéo est sponsorisée par Fruits. Je vous en reparle un petit peu plus tard parce que maintenant, c'est l'heure du générique. On commence avec du sérieux là. Ça nous est tous arrivé de voir des cadavres d'animaux sur la route et de se demander ce qu'on devait faire. Est-ce qu'on doit appeler un numéro particulier? Est-ce qu'on détourne le regard et on continue notre trajet? Écoutez, moi aujourd'hui je vous propose une troisième option, celle de récupérer la dépouille et de vous rendre à Marlington, en Virginie occidentale. Cette charmante petite bourgade de presque 1000 habitants a trouvé une astuce très particulière pour remplir les caisses de la ville, créer le festival Roadkill Cook-Off, où le concept est plutôt osé. Toute la viande que vous consommerez provient des animaux morts sur la route. Alors, j'ai conscience que ça soulève pas mal de questions chez vous. Ça tombe bien, je suis là pour y répondre. C'est quand même pratique. Alors, déjà, il y a des règles. Oui, parce qu'on déconne pas avec la nourriture non plus. D'abord, la viande que vous cuisinez ne doit pas forcément être une carcasse trouvée avant de venir. Il faut juste que l'animal fasse partie de ceux qu'on retrouve généralement morts sur la route, hein. Lapin, hérisson, iguane, serpent, alligator, ours, tortue. On est aux États-Unis, les gars. On n'est pas dans la Creuse, clairement. Et si, en plus, en arrivant au festival, vous tombez sur un cerf ou une truite qui a décidé de faire un arrêt cardiaque sur la départementale, et ben tant mieux pour vous. Et ouais, ça marche aussi si vous arrivez avec votre steak d'écureuil congelé. Ensuite, c'est plutôt cool si le nom de votre plat est un petit peu rigolo. Voilà, un petit carpaccio de sanglier avec ses asticots en tartare. Et enfin, les juges du concours de la meilleure nourriture de route doivent prêter serment et jurer d'avoir un estomac d'acier et de ne pas être végétarien. Une véritable expérience culinaire et un formidable moyen de savoir si votre estomac résiste au choc des cultures. Et pour ceux qui sont intéressés et qui seront dans le coin à ce moment-là, cette année, le festival aura lieu le samedi 23 septembre. Cet événement permet de récolter quelques dizaines de milliers de dollars pour la ville, argent qui finira certainement à la banque, qui semble être le seul bâtiment de la ville qui a bénéficié d'un réel intérêt esthétique. Pour le numéro 6, on est plus sur une coutume culinaire répugnante que sur un plat, mais je voulais vraiment vous en parler ici. Si vous aviez vécu en Autriche au 19e siècle et que vous étiez une femme, il y avait un moyen très efficace pour savoir si l'élu de votre cœur était intéressé par vous. Il fallait mettre un quartier de pomme sous chaque aisselle et let's go sur la piste de danse, lâcher ses meilleurs pas de chou-plattler. On laissait la nature faire son œuvre et après 3-4 chassés croisés, on présentait la pomme fumante, imbibée de sueur chaude à son prétendant. Et là, deux situations s'offraient à lui, prendre ses jambes à son cou ou croquer dans la pomme pour montrer son intérêt. Si je peux me permettre, il y avait peut-être aussi l'option de juste lui poser la question en fait. Non mais je propose, après j'ai peut-être des idées un peu trop novatrices pour l'époque, je sais pas. Quoi qu'il en soit, cette drôle de tradition était pratiquée par les Autrichiennes et celui qui avait la chance de goûter le fruit, vraiment défendu celui-là, était capable de dire si la femme lui convenait ou pas selon le goût de la pomme. Mangez des pommes! Loin de moi l'idée de critiquer cette belle et moite tradition, ou de faire le gars qui pense qu'on fait mieux qu'à l'époque, mais aujourd'hui quand même, on a un moyen peut-être beaucoup plus pratique de faire des rencontres. Aucun risque d'avoir une haleine de sueur lors du premier rendez-vous. Vraiment, Brigitte et ses pommes sous les aisselles auraient bénéficié d'un sacré gain de temps si elle avait utilisé Fruits, qui sponsorise cette vidéo. Fruits, c'est une application de rencontre ultra facile à utiliser, qui vous permet de rencontrer des personnes qui ont les mêmes envies que vous. Donc oui, rencontrer quelqu'un qui aime cacher des pommes à des endroits étranges de son corps, ou se frotter des fraises sur les poils du ventre, c'est possible tout ça. Vraiment, aucune honte à avoir, aucune gêne à ressentir. Et pour trouver cette personne exceptionnelle, rien de plus simple grâce au fonctionnement très ingénieux de l'appli. 4 fruits pour 4 envies différentes, utiles pour tomber sur les personnes qui vous correspondent et éviter les malaises. La cerise pour trouver sa moitié, le raisin pour un verre sans se prendre la grappe, la pastèque pour des câlins récurrents sans pépins, et la pêche pour une envie de pêcher sans pression. Et si vous ne savez pas trop comment commencer un échange, pas de panique. Fruits a mis en place des questions qui permettent de lancer la conversation. Ça s'appelle un smoothie et ouais, si vous êtes un peu timide, vous avez déjà un sujet de discussion, ça vous évite le traditionnel « Eh salut, ça va ?» Et en vrai, entre nous, si vous êtes sur Fruits, c'est que ça va plutôt bien. En résumé, Fruits, c'est plus simple, plus efficace, et on va pas se mentir, beaucoup moins dégueu que de se rouler des pommes sous les bras. Toutes les infos qui vous intéressent sont en description, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, qui sait, vous allez peut-être trouver le fric que vous cherchez.
Imaginez, vous êtes en Corée du Sud, hyper cool déjà, non franchement. Et je sais pas, vous vous dites que vous avez bien envie de vous aventurer dans le sud du pays, par le plus grand des hasards à Mokpo. Vraiment, j'ai choisi ce lieu par hasard. Comme je vous connais un petit peu, voilà, vous êtes des gens curieux, vous voulez manger un truc local qui sent bon, la culture, la tradition, erreur fatale. Ah non, ça allait bien pour l'instant, mais là ça pue, hein, vraiment. Car voici l'objet de votre litige. Doc, t'abuses un peu là, c'est juste des sashimi, hein, c'est pas dégueu les sashimi. Mais attendez que je vous explique un petit peu. Ce truc, c'est de l'ongyo, une raie fermentée à l'urine. On la ramène moins là tout de suite. Hein. Bon, techniquement, la raie ne s'est pas urinée dessus. Enfin, si, mais pas exactement comme vous l'entendez. Comme elle n'a pas de vessie, elle transpire son urine. Heureusement que c'est pas notre cas, parce que sinon la tradition avec les pommes en Autriche, ça aurait pas la même saveur. Hein. Au XIVe siècle, les Coréens de cette région se sont aperçus que l'urine qui sortait de la peau des raies était un super conservateur, ce qui permettait d'approvisionner les territoires plus éloignés de la mer facilement. Et puis c'est devenu un plat très couru. Les hommes pensaient que ça boostait la virilité. D'après les quelques témoignages que j'ai lus, l'odeur d'ammoniac qui se dégage de cet aliment sorti des enfers est clairement atroce. Surtout que c'est dur à mâcher, c'est dur à avaler. Mais si, malgré tout ça, et vous pouvez pas dire que je vous avais pas prévenu, vous tenez à faire l'expérience complète, il est conseillé de d'abord respirer par la bouche, puis par le nez, histoire de bien sniffer l'ammoniac. Ça aiderait à faire passer le truc. Avant de terminer, je voudrais quand même vous rappeler qu'une trop grande inhalation d'ammoniac peut être mortelle. Sans oublier que c'est un gaz inflammable. À votre place, je m'assurais qu'il n'y ait pas de bougie dans le resto, ou que personne ne sorte sa clope. Si certains d'entre vous ont déjà essayé ce plat, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je veux pas forcément savoir si c'est bon, hein, je veux juste voir s'il y a des survivants. Ceci n'est pas une barre de choses illégales, mais d'hématogène. Je suis persuadé que c'est pas du tout comme ça que ça se prononce. Il y a des Russes parmi vous, éclairez ma lanterne. C'est une friandise que vous auriez adoré si vous aviez grandi dans un pays où les gens ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Autrement dit, l'URSS. Si je vous en parle, vous commencez à vous en douter, c'est que ce succulent mets soviétique a une toute petite particularité, vraiment, mais c'est pas grand chose, hein, vous inquiétez pas. En plus du sucre, du lait concentré et du chocolat, il est composé de sang de vache. Voilà, nous ici on est plus vanille, caramel, fruits rouges. Chez les soviets, on était sur un petit goût métallique, bien sanguin, bien Dracula. Bon, je me moque, mais faut se remettre un petit peu dans le contexte. À l'époque, et de ce côté de l'Europe, l'aspect pratique et rationnel était prédominant, surtout niveau alimentation. Faut dire que les Russes, ils ont enchaîné révolution, grande famine, guerre, décisions politiques. Autant de raisons qui expliquent que, niveau bouffe, c'était pas à l'orgie. Et l'important, c'était l'aspect nutritif. J'en reviens donc à ma barre. Faut pas la sortir de son contexte, celle-là. Elle a été conçue pour lutter contre les carences, les anémies, la fatigue, bref, un tutti-frutti contre la malnutrition. D'où le sang de vache qui offre un très bon apport de fer. D'ailleurs, elle s'achetait non pas dans les magasins d'alimentation, mais dans les pharmacies. Contrairement aux autres friandises comme le chocolat, qui représentait l'équivalent d'une journée de travail, l'hématogène était très bon marché et accessible partout dans l'Union. Pour ceux qui sont curieux de ce genre de nourriture, sachez que ça existe toujours, ça porte toujours le même nom et c'est toujours à base de sang. Si l'envie vous prend, attention, n'en abusez pas, il est conseillé de manger pas plus d'une barre et demie par jour pour un adulte, au risque de provoquer un petit bouchon juste avant la sortie. On enchaîne ? Je peux pas m'empêcher de penser que la séduction, c'est quand même un truc vachement culturel. Nous, on a des fleurs, des chocolats, la Saint-Valentin. Il y a des endroits sur Terre, ça prend des tournures surprenantes. Ouais, cap sur l'île Lombok, en Indonésie. Là-bas, pour célébrer l'amour, la séduction, les Sasak récoltent des vers dans la flotte au moment de leur accouplement. L'accouplement des vers, hein, pas des gens. Les pieds dans l'eau, là, avec une petite épuisette. Nous, on ramasse des coquillages sur la plage, eux, des vers de mer. Et puis, ils les mangent. Sinon, ce fait ne serait pas dans cette vidéo. Ces vers sont appelés nyal sur place. De ce que j'en comprends, il s'agirait de l'espèce Palola viridis, le ver palolo en français. Objectivement une espèce d'asticot marin dégueu, mais qui est sacré pour le peuple Sasak. Et cette tradition culinaire s'appuie sur un mythe. Selon la légende, la princesse Mandalika, qui, comme dans tous les contes, était incroyablement belle, était courtisée par de nombreux hommes. Ils se battaient tous pour sa main, sauf que Mandalika était épuisée par ces guerres incessantes. C'est crevant à un moment d'être aimée. Résultat logique, elle se jette à la mer depuis ce rocher-là. On la retrouvera jamais. Par contre, les hommes trouvèrent des milliers de nyal. Et plutôt que de pleurer la disparue, ils se partagèrent les vers et la paix revint. Et depuis, chaque année, une procession vers les plages sud de l'île est organisée. Cette fête des courtisans est appelée Baonyal, littéralement capture de vers marins. Certains hommes font des combats rituels, certaines femmes défilent dans des tenues traditionnelles, et au petit matin, les prétendants vont vers la mer et se lancent des « Eh mademoiselle, t'aurais pas un 06 qu'on se prenne un verre ?»
Et comme je vous disais tout à l'heure, les festivités se poursuivent avec la pêche et la dégustation de petits vers qui peuvent être grillés, fermentés ou mangés en soupe. D'après les Sasak, ils apporteraient beauté, fertilité, prospérité. J'espère au moins tout ça, parce que c'est pas très appétissant. En tout cas, les photos de l'événement sont ultra belles, ça donne envie de vivre ça un jour dans sa vie. Avec les perspectives économiques actuelles, et après avoir regardé la vidéo de Poisson Fécond sur la 3e guerre mondiale, j'ai décidé qu'il fallait que je trouve des moyens de subsistance efficaces. Alors, plutôt que de contacter les survivalistes de Californie, j'ai décidé de me plonger dans l'histoire. Après quelques recherches, Eureka, manger du corbeau. Ah oui, quoi de plus pratique? Facile à trouver, facile à viser, j'ai plus qu'à prendre mon pistolet à billes et tada, un ragoût gratuit. Ça ressemble à une blague, mais sachez que dans les années 30, à Tulsa, en Oklahoma, au repas de mamie le dimanche, c'était pas un bon gros poulet, mais un corbeau bien gras. Vous savez, cet animal là qui a vraiment zéro souci à se nourrir de n'importe quoi et qui est accessoirement synonyme de la mort en fait. Les années 30, c'est juste après la Grande Dépression de 1929. Vous savez, cette grosse crise économique qui a mis à plat absolument le monde entier. À ce moment-là, manger de la viande était un sacré luxe. En fait, manger tout court, c'était déjà pas mal. Alors, quand il y avait une satanée horde de corbeaux qui se pointaient et défonçaient toutes les récoltes en mangeant les graines et en chiant partout, eh ben t'avais la haine. Et c'était le cas de T.W. Stallings, qui s'est autoproclamé haineux des corbeaux et qui a promu la chasse et la viande de corbeaux. C'était vraiment pas bête finalement, ça protégeait les champs et ça permettait un repas protéiné. Ça faisait même brasser un peu de thunes aux gamins qui les ramassaient et les vendaient 1,50$ la douzaine. Le mec avait trouvé la solution. Ce plat de subsistance a aussi été promu par le gouverneur Ernest Whitworth Marland, qui aurait créé, après en avoir goûté lors d'un repas officiel, le State House Crow Meat Lovers Association. Bon, après, tout le monde n'en consommait pas, hein. Plein de gens avaient des a priori sur la bête. À la fin des années 30, cette mode alimentaire s'est essoufflée à mesure que le niveau de vie augmentait et que les temps sont devenus plus doux. Mais ça, c'était sans compter sur la Seconde Guerre mondiale, qui allait pointer le bout de son nez. Voici Carl Jeppson. Oui bon ok, c'est pas vraiment lui parce qu'il n'y a pas de photo connue du gars, mais peu importe, parce que son histoire était trop stylée pour ne pas vous la raconter. Ce mec donc est à l'origine du Jeppson Malört, un alcool uniquement connu par 3 types de personnes: les experts en liqueur de Basque, un type d'absinthe suédois, les habitants de Chicago et vous maintenant, les abonnés de Doc 7. Cet alcool a la réputation d'être l'une des pires liqueurs jamais fabriquées. Elle a été créée dans les années 20 par Carl pour un usage strictement médical d'abord, et a été officiellement baptisé Jeppson Malört en 1933. Le Malört était censé être un remède pour débarrasser le corps d'éventuels vers et parasites, un bon vermifuge. Quant à son goût, il est comparé à 1000 choses, et notamment à de l'insecticide, de l'essence, du plastique brûlé. Non mais pour vous dire, le truc était tellement dégueulasse qu'il n'a même pas été interdit par les autorités pendant la période de la prohibition. Il avait tellement une sale réputation que les mecs se sont dit que bon non, personne va acheter ce truc de toute façon. Alors pourquoi Carl s'est donné autant de mal à faire une boisson à ce point infâme? Il y a plusieurs théories. La légende voudrait que ce soit à cause de ses papilles. Carl était un très grand amateur de cigares et en fumait tellement qu'il avait la bouche anesthésiée. Caricature un peu pour que vous saisissiez l'idée. Et c'est pour pouvoir sentir le goût de son invention qui lui a donné par ricochet cette puissance gustative. Le plus simple pour en faire l'expérience serait sûrement de vous rendre à la première station-service du coin, de boire directement au goulot du pistolet à la pompe. Ouais, parce que 99% de la consommation du Jeppson Malört a lieu à Chicago, ça peut faire un petit peu loin. Tenez, et justement, en parlant de Chicago, je suis tombé sur cet article absolument fantastique. La compagnie qui produit le Malört s'est mise à la fabrication de gel hydroalcoolique en parallèle pour fournir les hôpitaux de Chicago pendant la pandémie. Ça veut tout dire, selon moi. Messieurs, dames, nous voici arrivés à la fin de ce voyage au pays du mauvais goût et de la nourriture qui tabasse les papilles. Merci encore à Fruits d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous trouverez des infos complémentaires en description si le service vous intéresse. Quant à moi, j'avoue que cette vidéo m'a inspiré et on travaille déjà à la réalisation d'un nouveau 197. Préparez-vous donc dans les semaines à venir à découvrir un plat, un aliment, une boisson insolite, dégueu, peu ragoûtant pour chaque pays du monde. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet!